Bienvenue sur le plateau du JT Diplomatique. Je suis Henri Désiré-Ndosi, producteur associé du JT Diplomatique et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous dédié, vous le savez, aux acteurs de la vie internationale. Et il en sera question aujourd'hui parce que nous avons l'immense plaisir d'accueillir un ami du Congo, un ami loyal, fidèle et surtout une personnalité sincère dans son engagement. J'ai cité M. André Flahault, ministre d'État. Il a été président de la Chambre des représentants en Belgique, mais également ministre de la Défense. Il a aussi eu d'autres fonctions ministérielles. L'occasion pour nous de faire connaissance avec lui. M. Flahault, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation. Plaisir. Bonjour à tous. Mon nom est Henri Désiré-Ndosi, producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kill Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT Diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, il est de tradition évidemment de faire connaissance avec notre invité, je viens de l'évoquer. Vous avez dirigé la Chambre des représentants en Belgique, ministre de la Défense pendant 8 ans, ça ne s'invente pas. Et d'ailleurs, pendant cette période, vous avez eu, je pense, à vous impliquer dans le dossier congolais. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Vous avez aussi travaillé au niveau de la région Wallonne en tant que ministre du budget, au niveau fédéral, au niveau de la fonction publique. Je parle sous votre contrôle, bien évidemment. Ces années au niveau professionnel, politique, ne vous ont pas empêché, tout simplement de vous engager de manière volontaire et résolue en faveur de la RDC, dont vous êtes reconnu aujourd'hui comme étant l'un des amis les plus fidèles. En quelques mots, comment vous expliquez cet engagement, cette volonté jamais démentie de votre part de vous impliquer dans le dossier congolais, et souvent d'ailleurs à contre-courant d'une certaine opinion? Racontez-nous, Monsieur Flahault. Donc j'ai été ministre en 95, et là j'étais dans le gouvernement de Monsieur Dehaene. Jean-Luc Dehaene, on rappelle. Ce gouvernement était pratiquement tétanisé lorsque l'on évoquait les questions africaines. Il y avait une réserve, c'était suite aux événements 94, bien sûr, au Rwanda, et donc il y avait une crainte, il y avait des commissions d'enquête et très peu d'intérêt pour l'Afrique. Et en 1999, quand je suis arrivé dans le gouvernement de Monsieur Verhofstadt, c'était un gouvernement original dans sa composition, puisque pour la première fois, il y avait les familles socialistes, les familles libérales et les écologistes. Et avec Monsieur Michel, le père, nous avons remis en quelque sorte sur la table le dossier de l'Afrique et plus particulièrement le dossier du Congo. Et ce dossier-là, pendant les 8 ans et demi où j'étais à la Défense et puis par la suite à la Chambre, on l'a toujours porté, non seulement à l'intérieur du pays, pour expliquer, pour commenter, pour amener les gens à comprendre la situation, et également on a effectivement porté ce dossier sur la table des conseils européens. Ce qui naturellement n'était pas chose aisée. D'autant plus qu'il y avait un épisode douloureux, on va rappeler évidemment les 10 paras tragiquement disparus qui ont été salement assassinés, on va dire ça comme ça, et ce qui explique la frilosité en fait des gouvernements successifs pour le traitement de la question de certains dossiers africains. Oui, c'est exact. Et il a fallu, en tant que ministre de la Défense, j'ai dû gérer, par exemple, l'après-crise. J'ai dû reconstituer la confiance entre les familles et les autorités militaires belges.
Mais par la suite, on a voulu travailler de façon très, très constructive. Et au niveau européen, ce n'est pas toujours facile de plaider le dossier de l'Afrique. Et on le voit encore dans la situation actuelle. Je dois vous avouer que ma crainte aujourd'hui, c'est que certains moyens qui ont été promis par les Européens au cours du sommet Union européenne-Union africaine il y a quelques mois d'ici, ma crainte, c'est que ces moyens soient glissés vers l'Est pour la reconstruction de l'Ukraine. On parle aujourd'hui de plus en plus au niveau européen d'un plan Marshall pour l'Ukraine. C'est vrai que c'est dramatique ce qui se passe, c'est intolérable, c'est inacceptable, mais en quelque sorte, les sensibilités européennes des pays du Nord, des pays de l'ancien bloc de l'Est et des parties du Sud varient en quelque sorte en fonction de la proximité, en fonction des intérêts ou en fonction des craintes par rapport à la Russie. Et donc c'est un combat permanent depuis de très nombreuses années de dire que notre axe de solidarité naturel, c'est l'axe nord-sud ou sud-nord. Nous ne pouvons pas comme Belges, mais aussi comme Européens, ne pas prendre en considération l'histoire et le fait que c'est la réalité. Il y a cet axe qui existe, sans oublier le pourtour méditerranéen, et puis il faut que, au niveau belge et européen, on se rende compte que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que quand l'avenir de l'Europe est menacé, je prends l'exemple du dossier énergétique. Depuis la guerre en Ukraine, on voit très bien que la question du gaz et du pétrole russe pose un vrai problème. Les Russes viennent de couper les vannes pour un certain nombre de pays. Est-ce que ce n'est pas justement une situation qui va probablement amener l'Europe, non pas à se désengager, mais à focaliser son attention beaucoup plus vers sa propre survie? Ah si, l'Europe... Donc l'Afrique va en pâtir, selon vous? Oui, tout à fait. Ça, c'est ma crainte, et ce sont des craintes partagées, parce qu'effectivement, l'Europe a, pour l'instant, avec les États-Unis, se recroqueville sur elle-même. Il suffit de voir toute la politique en termes de migration. C'est une politique de forteresse que nous développons. Alors, au lieu d'avoir une politique d'ouverture, certes, on ne sait pas accueillir le monde entier, mais un peu plus d'humanité dans nos politiques migratoires, ce ne serait pas mal du tout. D'autant plus que, comme je viens de le dire, si parfois les portes s'ouvrent quand il s'agit de compenser les pénuries de personnel ou de spécialités. Et ça, disons, c'est difficilement acceptable parce que je crois qu'il faut avant tout être respectueux de l'être humain. Et donc, c'est un combat permanent qu'il faut mener pour dire ayons une fréquence, une permanence de constat dans les contacts avec les pays africains et sur base non pas de la coopération. Pourquoi? Parce que la coopération a toujours une connotation un peu ancienne comme ça et paternaliste. Et donc je vais plus loin, je dis que nous ne pouvons pas faire du néocolonialisme, nous ne pouvons pas faire du paternalisme, nous devons certainement nous abstenir de vouloir faire la leçon à tout le monde et surtout aussi de vouloir imposer nos modèles, transposer nos modèles. On ne peut pas transposer les modèles. Quand on parle de partenariat, on part du principe que les partenaires se regardent dans les yeux, voient en fonction des possibilités, des limites de chacun, comment ils peuvent ensemble réaliser des choses concrètes et durables pour leur peuple respectif. Je crois que c'est ça la notion. On parle de plus en plus de partenariat parce qu'il me semble que la notion de partenariat est plus désintéressée que d'autres notions. Alors, on va évoquer une actualité récente, hein, Monsieur Flao, la visite royale. Alors, la dernière visite remontée à 2010, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC, c'était Sa Majesté le roi Albert II. Le roi Philippe est venu dans un moment très particulier, après 2 reports consécutifs. Comment avez-vous personnellement vécu et perçu cette visite qui scelle d'une certaine manière, j'allais dire, un renouveau dans les relations entre les 2 pays, entre la Belgique et le Congo?
Oui, et je crois que c'était nécessaire parce que si on voulait donner le signal qu'on voulait tourner élégamment une page, sans oublier ce qui s'est passé, sans renier ce qui s'est passé, mais en encourageant à regarder plus vers l'avenir, il fallait ponctuer tout le processus par cette visite royale. Ensuite, ça a dû être reporté pour raison de Covid, bon, mais la volonté était là. Si on ajoute à cela la restitution des reliques de Lumumba, je crois que c'est un autre moment important et la cérémonie à Bruxelles était particulièrement émouvante, mais surtout importante aussi par les mots justes et la juste tonalité des discours tenus, tant par notre Premier ministre que par le Premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a eu aussi un regard sur le passé, mais aussi une condamnation des colonialismes, tous les colonialismes, pas uniquement ceux du passé, mais aussi ceux qui sont encore présents aujourd'hui, de la même détermination à lutter contre les discriminations, mais aussi à lutter contre toute forme de racisme qui s'exprime malheureusement dans tous les niveaux de notre vie et dans toutes les parties du monde. Je crois que c'était important. Maintenant, il ne faut pas se limiter à une visite. Il y a le temps pour les discours, il y a le temps pour les engagements, il y a le temps pour les accords, il y a le temps pour les visites très symboliques. Mais je crois, comme vous venez de le dire, il s'agit là effectivement d'un point de départ. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a toujours des responsables politiques belges qui, de façon constante, avec la même sincérité, ont tenu à avoir des contacts, de faire des projets avec des acteurs d'ici. Et maintenant, je crois que les bases sont là pour utiliser une image, certains moteurs tournés au ralenti. Et donc ici, il s'agit d'enclencher une vitesse et de passer à la vitesse supérieure dans toute une série de secteurs et dans toute une série de domaines, sans oublier aussi celles et ceux qui, ici et en Belgique, travaillent sur des projets de proximité avec les populations locales. Alors, à ce propos, M. Flahou, je voudrais qu'on reste encore un peu sur le devoir de mémoire aujourd'hui. On a quand même le sentiment, notamment en Belgique, au sein de la classe politique, il n'y a pas forcément une unanimité sur la manière dont il faut regarder précisément ce passé. Sa Majesté le Roi Philippe a exprimé à nouveau les profonds regrets, et le Premier ministre Alexandre De Croo l'a fait encore récemment, mais tout de même, on a quand même le sentiment que, aussi bien en Belgique qu'au Congo, certains restent sur leur faim, dans la mesure où la dimension réparation, par exemple, de certains, du point de vue de certains, n'a pas été suffisamment abordée. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent « tournons la page, regardons vers l'avenir », mais assumons ensemble ce passé difficile? Oui, il faut effectivement tourner la page. Des nostalgiques, il y en a partout et à toutes les époques. Alors moi, je suis plutôt un optimiste et je regarde vers le futur. Il y a, dans la classe politique belge, c'est bien inscrit pour personne, il y a des sensibilités différentes selon que l'on se trouve au nord ou au centre du pays. Il ne faut jamais oublier qu'en Belgique, ce sont des cultures différentes. Ceci étant dit, il est important il y a une commission parlementaire qui travaille pour ce passé colonial, etc. On a entendu beaucoup de professeurs. Il y a eu un rapport qui a été publié, mais après, il y a quand même eu des dissonances entre les membres de la commission. Et cette commission voudrait rendre visite ici. Je crois qu'elle aurait peut-être dû commencer par aller voir sur le terrain ce qui se passait avant d'écouter les académiciens. Mais ça, c'est une méthode de travail et chacun choisit sa méthode de travail. Mais je vais vous dire, il y a des dossiers oubliés et il y a des gens oubliés. Je pense, par exemple, aux enfants qui ont été abandonnés par des pères belges et qui se trouvent aujourd'hui, pas eux, mais leur famille se trouve aujourd'hui sans patrie réelle. Les Belges considèrent qu'ils sont des Congolais et les Congolais considèrent qu'ils sont des Belges. Ils sont là à mi-chemin, dans un no man's land. Ce cas-là doit être aussi examiné et faire partie des recommandations de la Commission. C'est l'exemple même
de dossiers dont on parle peu parce que ça concerne peu de personnes, mais qui font souffrir des gens depuis des années et des familles depuis des années. C'est à ça que nous devons nous atteler, comme d'ailleurs à l'initiative de Stéphane Krusner, qui était un député, mon suppléant, qui a déposé la résolution sur les métis. Monsieur Charles Michel avait promis, mais il est parti trop vite. Monsieur Alexander De Croo va finaliser le dossier, mais je lui ai fait remarquer qu'il y avait encore un bout de dossier qu'il fallait régler, et c'est comme cela, à mon avis, que on arrivera à une réconciliation totale et sincère entre les peuples, sans faire preuve de nostalgie et sans tourner en permanence l'histoire, ce qui était bien, ce qui était mal, etc. Ça peut peut-être amuser, ça peut peut-être aider à mobiliser certaines rancœurs, mais le temps est si court, l'existence est si courte qu'il faut effectivement ne pas perdre de temps. Alors, ces derniers mois, le moins que l'on puisse dire, c'est que il y a eu un vrai réchauffement des relations entre Bruxelles et Kinshasa. Il y a eu bien évidemment la visite royale, il y a la restitution évidemment des reliques de feu Patrice Emery Lumumba, il y a eu notamment cette mission économique belge et d'autres visites qui ne sont peut-être pas toutes répertoriées, mais malgré cela, on a quand même le sentiment que la Belgique est en perte de vitesse en RDC, et ce, au bénéfice d'autres acteurs qui... alors, certains diront se sont montrés plus offensifs ou moins regardants sur certains principes. Comment vous envisagez aujourd'hui, à l'aune de ce réchauffement, j'allais dire, le positionnement de la Belgique dans le Congo d'aujourd'hui? D'abord, oui, pendant la période, il y a eu un relâchement. On ne peut pas reprocher à d'autres d'avoir pris la place, parce que si vous quittez la pièce et que d'autres viennent s'asseoir à la table, c'est très difficile quand vous revenez de réexiger d'avoir la place que vous aviez. Donc il a fallu reconstruire, c'est ce à quoi on s'emploie. Et il est clair qu'après les visites et les symboles que l'on vient d'assister, il faut veiller à répondre à une série de besoins. Et par exemple, c'est le programme de coopération au développement qui doit être finalisé. C'est par exemple la nécessité d'enfin céder non seulement des œuvres d'art, mais penser peut-être que le Congo devra avoir un accès plus aisé à toutes les cartes géologiques qui se trouvent encore à Tervuren. Quand j'étais ministre de la Défense, j'ai donné les cartes à la Défense. Il y a d'autres dossiers, et c'est un peu ça l'objet de la mission ici. C'est une mission un peu commandée, même si j'avais envie de venir. Mais il est clair qu'avec le Premier ministre, c'est une prolongation de toutes les autres étapes pour faire un peu l'inventaire et savoir, par exemple, quels sont les besoins de la défense congolaise, qui se trouve repris maintenant dans la loi de programmation militaire qui est sur la table du président de la République. C'est entendre l'expression des besoins, s'inscrire dans un calendrier, mais s'y tenir. Ne pas faire des promesses que l'on ne sait pas tenir, mais voir avec précision ce qui est attendu et ainsi avancer comme on peut avancer avec toute une série d'initiatives de membres de la diaspora congolaise à Bruxelles. Ils sont très nombreux, on fait du brassage et puis on essaye de ramener ici des liens et de concrétiser, pas uniquement à Kinshasa, parce que manifestement les gens disent parfois oui c'est le Congo. Vous voulez faire quelque chose? Oh, oui, au Congo. C'est vaste, le Congo. Oui, mais alors à Kinshasa. Kinshasa, c'est aussi très vaste. Et puis, il y a tellement de variétés, il y a tellement de choses à faire partout. Et très honnêtement, au cours des multiples contacts ici, je crois qu'il faut se convaincre que le Congo a souvent été victime et est encore victime de la richesse de son sous-sol. C'est ça, son problème. Mais je crois qu'avec l'évolution de notre société, avec l'évolution des problèmes climatiques, eh bien, le Congo a d'autres richesses. Ce sont ses forêts, c'est l'agriculture, c'est tout ce qui peut qui peut contribuer à, finalement, un vivre autrement. Et là où vous avez quelquefois été en attente, vous risquez d'être sollicité beaucoup pour ces nouvelles richesses d'un monde nouveau. Et ça, je le découvre en rencontrant les gouverneurs du Kasaï, des responsables en Ituri, etc., qui, en proposant et en présentant
ces réalités-là doivent éveiller chez nous des réactions, comme il y en a eu déjà avec l'université de Gembloux, avec l'université de Liège, etc., qui sont déjà très près. Il faut, comme je dis, rebooster les moteurs. Alors, il y a justement un sujet qui pourrait vous intéresser. Lors de la dernière éruption du volcan à Goma, un des reproches qui avait été fait par l'Observatoire de vulcanologie de Goma, c'était le manque de transmission d'informations dans les délais. Et selon les dires de certains de leurs responsables, une partie des informations étaient disponibles en Belgique, mais n'avaient pas été communiquées dans les délais, ce qui aurait permis d'une certaine manière de pouvoir peut-être anticiper sur ce qui est arrivé. C'est peut-être un sujet aussi sur lequel, voilà, une attention pourrait être, j'allais dire, soutenue. Vous venez d'ajouter une ligne à mon carnet de commandes. Mais j'en suis heureux. C'est très bien. Alors, Monsieur Flahault, nous allons poursuivre avec cette fois-ci. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé la question hors micro pour vous demander à combien de voyages vous étiez en RDC. On va pas faire le calcul, ce sera fastidieux. J'évoquais également dans mon introduction le fait que certains amis du Congo, vous en faites partie, comme d'ailleurs Monsieur Louis Michel, allaient parfois à contre-courant d'une certaine opinion dominante. Mais en dépit de cela, vous ne vous êtes jamais découragé. Alors, à cette occasion-là, l'idée avait déjà germé dans l'esprit de certaines personnes de promouvoir la candidature du docteur Mukwege pour le prix Nobel de la paix, et ce, en rapport avec son travail, notamment sur la reconstruction des femmes dans l'hôpital Panzi. Et vous aviez reçu à l'époque, en votre qualité de président de la Chambre, une délégation de membres de la diaspora, dont je faisais partie d'ailleurs, et au sein de laquelle se trouvait aussi l'actuel ministre congolais de la Santé, Dr Mbongani, que nous saluons bien évidemment amicalement, ainsi que M. Djodumbi, qui assume les fonctions à la présidence. Vous étiez à l'époque la première haute personnalité belge à, d'une certaine manière, endosser cette candidature pour la promouvoir. Alors je reviens justement sur cette opinion parfois dissidente que l'on peut avoir par rapport à une opinion dominante, c'est-à-dire que vous ne vous découragez pas dans la défense d'un dossier ou tout simplement d'un pays, en dépit d'ailleurs des réserves des uns et des autres. Qu'est-ce qui vous motive finalement, Monsieur Flahault ? Mais je crois que quand on est convaincu de quelque chose, il n'y a pas à s'étonner de ce que l'on avance, soit en termes de faire progresser un dossier, soit en termes de résistance. Est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ? On ne sait pas avoir raison contre tout le monde, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas avoir raison contre tout le monde qu'on doit se décourager. D'accord. Et donc, vous savez, il y a un autre épisode de ma carrière politique, c'est que en 2003, à nouveau, avec Monsieur Louis Michel, nous nous sommes opposés à la participation de la Belgique à la guerre en Irak. Et là, nous étions vraiment très esselés au sein des réunions de l'OTAN. Les Américains n'étaient pas contents, à mon avis. Pas contents du tout. Même Monsieur Rumsfeld m'a dit un jour, I put you in a jail. Donc, il était assez brutal. Donc voilà. Mais non, je crois qu'effectivement, si on fait de la politique pour subir, autant s'arrêter. Si on fait de la politique pour faire progresser les choses, et surtout faire progresser les choses pour les gens, pas uniquement les gens qui sont dans les hautes sphères, mais pour les gens qui sont là, en ayant pris conscience de leurs besoins, de leur réalité, si on fait cela, en étant disponible, en étant proche, en étant à l'écoute, je crois qu'alors on peut faire des choses utiles, sans nécessairement recourir à la com pour la com, etc. Et puis, effectivement, il faut pouvoir résister. Et c'est vrai qu'en ayant des analyses différentes de situations, ou plus équilibrées, en écoutant les uns et les autres, et en évitant de tomber dans les pièges de la communication, en évitant de tomber dans les pièges de Facebook et autres, qui aujourd'hui sont quelquefois désastreux pour la compréhension entre les gens. Vous venez de parler d'équilibré ou d'équilibre, vous me tendez la perche finalement, d'une certaine manière, car j'aimerais vous amener sur une actualité récente, en fait, c'est celle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les éléments que nous avons sur la table, les éléments de preuve qui attestent d'une certaine situation, est-ce que l'on peut encore avoir une approche équilibrée sur ce problème, ou est-ce qu'il faut dire les choses, les nommer
et ensuite éventuellement envisager des solutions? Tout d'abord, il y a un premier constat, ce qui se passe à l'Est ne peut pas nous laisser indifférents. Ensuite, ce qui se passe à l'Est doit d'abord impliquer les responsables politiques de la région. Parce qu'autrement, on va glisser rapidement vers une émission des pays venant d'ailleurs avec leur culture et avec leur schéma de décision et d'action. Vous savez, la MONUC a été là très longtemps, la MONUSCO est là, ça n'a pas apporté beaucoup de solutions. Ça, c'est un peu un constat amer. Comme les troupes de l'OTAN en Afghanistan n'ont pas apporté de solution non plus, et les troupes françaises et européennes au Mali n'ont pas apporté de solution, parce que peut-être il n'y a pas suffisamment d'implication des acteurs et des responsables locaux. Donc la première chose, c'est là. Deuxième élément, il y a des discussions qui ont eu lieu à Nairobi, il y a des discussions, et je crois que c'est par ce biais-là que les choses doivent avancer, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a les négociations sous l'égide de l'Angola, qui sont une phase première, et puis il y a Nairobi qui est derrière. Je crois que c'est là-dedans qu'il faut s'engager. La Belgique, en tout cas, ne reste pas insensible à la situation, et sur le plan diplomatique, elle utilise tous les canaux possibles et imaginables pour faire en sorte que le dialogue reprenne et qu'il y ait en fait un cessez-le-feu le plus rapidement possible pour parler aussi des choses qui intéressent la population, et surtout de retrouver la sécurité. Donc d'abord les acteurs de la région, ils ont commencé à travailler, et je crois qu'ils vont poursuivre le travail de façon honnête et sincère. Il faut espérer que tout le monde sera honnête et sincère autour de la table. Et en ce qui concerne les acteurs de l'extérieur, là aussi, il ne faut pas imposer des modèles, mais on ne doit pas non plus négliger les responsabilités des uns et des autres. Et à ce titre, le discours du roi et du Premier ministre ont été assez clairs. Alors, on a quand même l'impression que l'histoire se répète, Monsieur Flao, parce qu'en 2013, nous avons eu l'accord cadre d'Addis Abeba, on a eu ensuite les déclarations de Nairobi en décembre 2013, qui officiellement mettaient un terme au conflit avec le M23. 8 ans plus tard, les hostilités reprennent. On essaie de trouver des raisons. Certains évoquent le non-respect de certaines clauses qui n'auraient pas été appliquées. Mais tout de même, on a quand même le sentiment que l'histoire se répète. Vous évoquiez la présence de la MONUC puis de la MONUSCO, effectivement, sans que cela ne change forcément grand-chose. On est parfois tenté par la fatalité en se disant, mais tous ces cycles de négociations sans fin qui finalement ne donnent pas forcément de solution. Lorsqu'il y a eu l'opération Artemis, je crois que c'est en 2003-2004, vous étiez, je pense, encore... L'opération Artemis, voilà. C'est le résultat d'un accord entre la ministre française de la Défense de l'époque, Madame Michèle Ayomari, et moi-même, et ça a été décidé de façon très pragmatique et très rapide, et je crois que c'était une des seules opérations européennes qui est venue sur le territoire. Est-ce qu'une opération de ce type aujourd'hui est envisageable, selon vous? Je vais vous répondre honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que pour l'instant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est tourné vers l'Est et regarde vers l'Est. Ce qu'il faut faire en ce qui concerne, c'est pour ça qu'il faut d'abord privilégier la diplomatie de la région et aussi la diplomatie plus globale. Même si certains acteurs ne jouent pas franc jeu, parce que bon, de ce point de vue-là... Ce sont les pressions internationales qui doivent faire jouer franc jeu aux acteurs, même si certains acteurs sont plus difficiles à convaincre que d'autres, et si les approches sont quelquefois différenciées selon les acteurs que l'on approche. Mais à côté de cela, sur le plan de la défense, de l'armée, je crois qu'il faut s'engager, comme ça a été dit et que ça sera sans doute fait, pour renforcer les partenariats et notamment de la formation. Il faut rappeler que quand le M23 a été démantelé, c'était des gens qui avaient été formés par l'armée belge. Bon, très bien. Pas les M23, hein, ceux des FARC, qui ont c'était l'armée. Effectivement. Alors, nous arrivons au terme de notre entretien, Monsieur Flao. Alors, la tradition veut que l'on vous donne le dernier mot, mais ce dernier mot peut être un sujet qui vous tient très à cœur.
Je vous laisse la dernière phrase, le dernier mot pour conclure cet entretien. Mais d'abord, je crois, et je reste encore très optimiste, et je suis encore plus déterminé après cet échange à poursuivre le travail, même quelquefois un travail dans l'ombre, surtout aussi parce que je perçois une volonté véritablement de renforcer les liens et en ayant une attention plus particulière non seulement sur ce qui est institutionnel ou ce qui est plus installé comme l'armée, mais aussi pour toute cette situation des femmes et des enfants au niveau du Congo. J'ai rencontré ce matin la ministre du Genre et effectivement on a parlé de la situation des enfants, on a parlé de la situation des femmes et je crois que ici comme ailleurs, l'avenir c'est aussi l'avenir des femmes, l'avenir des enfants et parce que la première préoccupation d'un être normalement constitué, d'un être humain normalement constitué, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le bien-être, et alors on peut effectivement travailler en termes de sécurité, de liberté, etc. Voilà, c'est mon souhait le plus cher. Merci infiniment, Monsieur Flao. Je rappelle, vous êtes ministre d'État, un ami fidèle et loyal du Congo. Vous l'aurez compris, nous aurons à cœur d'accueillir d'autres acteurs de la vie internationale sur ce même plateau. D'ici là, je vous souhaite en tout cas de vous précipiter vers nos anciennes émissions, de vous abonner bien évidemment à notre chaîne YouTube, mais surtout de nous retrouver très prochainement avec nos autres invités. À très bientôt.